Bien, on est reparti pour la suite de la thermodynamique. Si je ne me trompe, enfin, non, on s'était arrêté au transfert thermique, au premier, non, on avait fait le premier principe. Oui, on avait fait des choses quand même. On avait fait le premier principe et j'étais en train de pester à chaque minute que mes questions de cours étaient pas bien. Voilà. Donc j'ai commencé à les refaire un peu, je vous donnerai une version. En gros, c'est les mêmes questions, elles sont juste réorganisées. Il n'y a pas de questions qui me manquent. C'est juste que je les trouve mal agencées par rapport à la façon dont je veux le faire. Donc, euh, donc je vous redonnerai une. Mais vous pouvez commencer à les apprendre, c'est juste que vous avez. Par exemple, il y a une question que j'ai sautée, enfin voilà, vous allez voir. Donc je les remettrai dans le bon ordre à un moment donné, enfin ce week-end, quoi. Voilà. C'est juste que j'ai pas assez regardé ça dans le détail. Donc on en était aux transformations ISO. On avait parlé d'isocore, de l'isotherme aussi, et c'est tout. D'accord. Donc il nous en reste deux à faire, la transformation isobar et la transformation adiabatique. Et j'avais numéroté ça comment? C'est un petit A. J'avais juste fait des petits points, c'est ça? Oui, mais le isocor, isobar, c'était. Oui, oui, mais à l'intérieur, c'était. Là, tu écris isobar, c'est cohérent, quoi, c'est ça? Ah oui, c'est des définitions, d'accord. Ah oui, j'ai pas défini, d'accord. Donc on est parti, donc je suppose que c'était structuré comme on appelle transformation isobar, une transformation. C'est ça. Ah, une transformation, ok. Je te remercie, Camille. Allez, on est parti là. Enfin, moi je suis parti en tout cas. Une transformation est dite isobar si et seulement si la pression ne varie pas durant la transformation. J'avais écrit ça comment? La pression est invariante, la pression ne varie pas, j'avais histoire que ce soit toutes les mêmes. Ne change pas. D'accord. Donc ça vous raconte pas grand-chose. Ça vous raconte que la pression initiale est égale à la pression, quoi qu'il arrive, est égale à la pression finale. D'accord. C'est ce que vous écrire à chaque fois. Ça vous raconte également que dP est égal à 0, puisque la pression est constante. Voilà. Et il n'y a pas de grandeur particulière entre énergie interne ou transfert thermique qui soit affecté par ça. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est juste une description cinématique du problème. Il y a rien d'autre. On est d'accord? Voilà. Et ensuite, la dernière transformation, mais qu'on a déjà définie, c'est, on dit, ou une transfo est dite adiabatique, isobar, oui. Une transformation est dite adiabatique, si et seulement si Q de IAF est égal à 0, d'accord. Alors plus exactement, en fait, il faudrait le faire autrement, si petit delta Q est égal à 0, quoi qu'il arrive à n'importe quel moment. Autrement dit, vous n'avez pas de transfert thermique, d'accord. La conséquence de ça, c'est que le transfert thermique de IAF étant une somme de trucs nuls, vaut 0. Voilà. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que la variation d'énergie interne est essentiellement liée au travail. C'est l'application du premier principe dans le cas où vous avez un système immobile. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc faites attention, ceci n'implique pas forcément ceci. Vous pouvez par ailleurs balancer un truc vers l'extérieur et récupérer exactement la même chose, ce qui vous va faire un transfert thermique nul sur l'ensemble de la transformation. Mais par contre, voilà, donc adiabatique, c'est vraiment extrêmement restrictif, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez de transfert thermique avec l'extérieur. D'accord. C'est pas une histoire de bilan. On est d'accord sur ces quatre transformations? Alors, l'idée, la chose suivante, vous voyez, vous avez les transformations mono qu'on a déjà définies, monotherme et monobar, qui caractérisent l'extérieur, et en fait, ISO qui caractérise plutôt la façon dont le système va évoluer. La diabatique étant dans la même genre de catégorie,
mais qui ne s'adresse pas à une fonction d'état, mais s'adresse au fait que vous êtes capable d'échanger ou pas de l'énergie sous forme thermique avec l'extérieur. Alors en fait, de manière générale, si vous voulez fabriquer une isobare, la meilleure façon de le faire, c'est de fabriquer une monobare où votre système soit toujours en équilibre avec l'extérieur. D'accord? Donc, grosso modo, vous avez un piston et vous faites des trucs avec votre système et en fait, le piston va garantir que l'équilibre soit toujours maintenu avec l'extérieur. Donc, ça, c'est un truc de base. Tout simplement parce qu'en fait, les concours ont tendance à faire des raccourcis et ils disent isobare et ils sous-entendent monobare. D'accord? Ce qui n'est pas obligatoire, donc c'est à ça que servent ces les deux théorèmes qui arrivent là. En général, on réalise une isobare via une monobare où l'équilibre avec l'extérieur est toujours réalisé. On a alors le fait que la pression intérieure est égale à la pression finale est égale en fait à la pression extérieure en permanence. D'accord? Donc, c'est en général, il y a des fois où vous avez une monobare juste parce que par coup de bol dans cette transformation, une isobare pardon, juste que par coup de bol la pression ne change pas dans cette transformation. D'accord? Donc, ceci vous... Mais bon, c'est quand même un cas assez anecdotique. Donc ceci va vous donner un espèce de théorème un peu bizarre, qui est que grosso modo, une isobare implique en général, là c'est le symbole qui met en PNS tous les profs de maths, ça veut dire implique en général, d'accord, voilà, monobare. Donc ce symbole veut dire implique en général, pas tout le temps, mais grosso modo ça se passe bien, quoi. Voilà. Le tir exclu aux urgences, voilà, c'est parti. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc en gros, quand on vous parle d'une transformation isobare, ça veut dire que vous pouvez en général supposer qu'elle est également monobare. On a exactement la même chose avec une isotherme. Si vous voulez imposer qu'une transformation soit isotherme, en général, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre système en contact parfait avec un thermostat unique. D'accord? Et grosso modo, vous allez garantir que la température soit constante. Donc, de même, en général, on réalise une isotherme via une monotherme en contact thermique parfait. Donc le contact thermique parfait, ce que ça sous-entend, c'est que en fait vous n'avez aucun délai, ni aucune perte, ni rien entre le thermostat et le système. Grosso modo, vous êtes collé dedans et c'est terminé. D'accord? Donc ça vous raconte, en contact thermique parfait, on a alors que la température initiale est égale à la température finale, est égale également à la température extérieure. D'accord? Donc quand vous faites un bain-marie, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous imposez un truc à 100 degrés à l'extérieur, d'accord? Et ce qui est à l'intérieur reste a priori à vous maintenez au chaud, puis exactement c'est ce que vous faites. Voilà. Et donc vous avez que isotherme implique en général monotherme. Je t'écoute, Samy. On peut utiliser ça. En général, c'est précisé, d'accord? Mais en fait, le problème, c'est que dans les sujets de concours, enfin moi je précise en tout cas, d'accord? Enfin, j'essaye d'y penser. Mais très souvent, dans les sujets de concours, ils ont tendance en fait à mélanger des termes et à faire des raccourcis comme ça. C'est une des grandes caractéristiques de la thermodynamique des concours. Ils ont tendance à dire on fait une isobare et à supposer qu'en fait ça veut dire qu'il y a une monobare derrière. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et c'est pareil avec les isothermes, d'accord? Donc c'est juste pour prévenir ce genre de choses. Petite remarque, quand vous avez et ça c'est un théorème qui vous servira surtout l'année prochaine quand vous ferez la thermochimie. Quand vous faites une opération dans un système en contact direct avec l'atmosphère, vous réalisez à la fois une monobare et une monotherme. Puisque je vous l'ai dit, qu'on considérait que l'atmosphère était un réservoir de pression et un thermostat unique, d'accord? Et donc en fait, quand on fait de la chimie, essentiellement, la chimie, c'est la thermodynamique des trucs monobare et monotherme, d'accord? Et qui souvent, en fait, vous donne de la chimie des trucs isobare
et isotherme si vous ne faites pas trop n'importe quoi avec, avec vos réactifs. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, on est parti. Voilà. Ok. Ok. J'ai une question, je sais même pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec une question courte? J'ai une question, je vois même pas ce que ça fait là, ni ce que je voulais dire par ça. Oui, j'aurais dû les. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sérieusement, j'ai une question là, je sais pas ce que c'est. Je connais pas la réponse, je vois pas ce que j'ai voulu raconter. Ça sent le truc que j'ai dit un jour en cours et je me suis dit, tiens, faut que je le mette dans les questions de cours et j'ai littéralement oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? Donner les trois grands types de système thermodynamique, je vois pas ce que c'est, je vois pas de quoi je parle. Soit c'est micro, macro et méso, mais auquel cas c'est pas les trois grands types, je sais pas. Dans le contexte là, j'essaie de me dire, hein, mais je sais pas. Aucune idée quoi. Bon bah aucune idée, bah, je l'enlèverai. Voilà, je vais vous en donner des trucs, celle-là, vous pouvez l'oublier, je sais pas. Petit 3 donc. Ce n'est pas grave. Donc petit 3, on va parler d'enthalpie. Alors l'idée est la chose suivante, on a vu mardi que quand on a une transformation isocore, en fait on peut calculer ou on peut relier le transfert thermique à la variation d'une fonction d'état qui est l'énergie interne. D'accord? Grosso modo, c'est la version littéraire que dans une isocore, delta U, c'est égal à Q. En fait, il s'avère que les transformations isocores sont des transformations assez rares. Surtout quand on fait de la chimie ou des systèmes industriels, d'accord? Vous êtes en général en contact avec l'atmosphère. Et donc très souvent, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est les transformations isobars. D'où l'idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas construire une fonction d'état qui aurait le même fonctionnement que U, mais pour une isobare. Autrement dit, pour lequel on pourrait dire que le transfert thermique dans une isobare soit égal à la variation de cette fonction d'état. Donc là, on va bricoler une fonction qui n'a pas de sens physique premier, d'accord, mais qui va être reliée à ce qu'on va improprement appeler la chaleur isobare. D'accord. Cette fonction-là, elle porte un nom, elle s'appelle l'enthalpie. Donc on la bricole littéralement pour ça. Alors il y a des raisons mathématiques un peu plus profondes derrière pour que ça marche. D'accord. C'est une transformation mathématique de base. Mais la façon dont elle est construite au départ, c'est pour traiter l'intégralité de la thermodynamique des transformations isobares, en particulier des changements d'état. Donc H, c'est une fonction qu'on va utiliser énormément, justement pour avoir accès au transfert thermique directement. Petite remarque, comme c'est une fonction d'état, ça signifie quand même que vous pouvez lister les valeurs de ce truc-là pour diverses températures, divers trucs, et donc faire des évaluations directement avec des nombres dans des tables. Okay, donc c'est à ça que ça sert. Donc on est parti, on définit l'enthalpie H d'un système par U par H, pardon, est égal à U plus PV. Voilà. C'est l'idée. Donc vous prenez l'énergie interne et vous rajoutez le produit entre la pression et le volume à ce truc-là. Donc, il y a des propriétés immédiates qui sortent de cette définition. Déjà, H est une fonction d'état. Tout simplement parce que U est une fonction d'état, que P est un paramètre d'état, que P est un paramètre d'état. Donc, tout ça, c'est une fonction d'état. Donc, H est une fonction d'état. H est extensive. D'accord. Et additive. Puisque en fait, le produit PV, c'est une quantité additive. A priori, vous prenez le PV d'un truc, le PV d'un autre truc, vous les additionnez. Pourquoi pas. Voilà, ça marche. Est extensive et additive. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vous pouvez définir H molaire, H massique, de la même façon que U molaire, massique, etc., sans problème majeur. Dans les propriétés de base, en tout cas, c'est à peu près tout dans cette histoire. D'accord. Alors, on va donc maintenant,
essayer de comprendre à quoi ça sert, et surtout on va essayer de voir si l'objectif que je vous ai présenté est satisfait. Soit alors, une isobare réalisée via une monobare. Donc, grosso modo, une isobare que vous avez garantie par équilibre permanent d'un piston. Vous êtes d'accord là-dessus? Ouais. Donc, on a que à n'importe quel instant, du est égal à petit delta Q plus petit delta W. Encore une fois, je vire l'énergie cinétique à chaque fois dans le programme, puisque on s'intéresse qu'au système immobile. Vous reconnaissez le premier principe? C'est bon? Ouais. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, je vais dire que U, c'est tout simplement égal à H moins PV, dans la définition de H. Et donc, en fait, on va différencier ce truc-là. Donc, du, c'est égal à dH moins la différentielle du produit PV. Mais P, en fait, est une constante dans cette histoire, puisque vous avez réalisé une isobare. On est d'accord là-dessus? Donc, grosso modo, dans la différenciation de PV, c'est tout simplement P fois la différentielle de V. Ça se traite comme une on est d'accord là-dessus? Voilà. Et comme vous réalisez ça de façon isobare, ça signifie que P est une constante, mais comme vous le faites de façon monobare, ça signifie que P vaut quoi? C'est le théorème qu'on a vu juste avant. Oui, mais ça vaut surtout P extérieur, d'accord? Donc ça, c'est égal à dH moins P extérieur dV, d'accord? Donc là, ça c'est parce que c'est monobare. Donc en thermo, vous allez prendre l'habitude de juste... Donc vous voyez, les calculs ne sont pas durs en thermo, ça ressemble toujours à ça. Mais quasiment à chaque étape, on justifie quelle est la propriété du système qu'on invoque pour faire ça. Ça, c'est parce que P est constant. Ça, c'est que vous avez une monobare. Et donc en fait, vous constatez un truc, c'est quoi ça, P extérieur dV? Même plutôt moins P extérieur dV. Ouais. Oui, oui. Effectivement, c'est le travail des forces de pression. D'accord? Moins P extérieur dV, c'est plus le travail. D'accord? C'est ce qu'on a vu ensemble lundi ou mardi. D'accord? Et donc, vous avez directement que... Vous voyez que vous avez donc ça qui est égal à ça. Le petit delta W va sauter dans cette histoire. Et donc, on est parti. Donc, pour une isobare réalisée par une monobare, eh bien, en fait, dH est égal à petit delta Q, ou, dit autrement, la variation de l'enthalpie vous permet d'évaluer le truc. J'avais mis un indice isobare quelque part. En haut, j'ai mis un exposant de ça. Donc là, c'est isop. Et j'ai oublié de IL. On est d'accord là-dessus? Donc en fait, vous avez juste inventé une nouvelle fonction qui va vous permettre en fait d'évaluer le transfert thermique. Si vous arrivez à tabuler et à connaître les valeurs de H dans divers états, vous dites tiens, je vais de cet état-là à cet état-là, delta H ça vaut ça, et donc vous avez le transfert thermique directement. C'est vraiment comme ça qu'on va l'utiliser extrêmement régulièrement. D'accord? Je rappelle que comme les fonctions d'état vous décrivent l'état, vous pouvez littéralement tabuler les valeurs pour un système. Je t'écoute. Isopé, comme isobar. Je t'écoute, Camille. C'était la même question. D'accord. Voilà. Et donc, en gros, ça, c'est une remarque. C'est pour ça que H est parfois appelé transfert thermique isobar. De la même façon que U est parfois appelé transfert thermique isobar. D'accord. C'est une autre, c'est impropre, hein, c'est la variation. Mais donc, voilà, donc H est donc parfois appelé transfert thermique isobar. Alors, ça a l'air con comme ça, mais si par exemple vous faites la cuisine, vous faites chauffer de l'eau, comme vous faites ça de façon isobar et monobar, on est d'accord? Vous faites chauffer de l'eau, c'est isobar monobar. Vous êtes en contact, il n'y a pas de piston, mais votre eau est en contact avec l'atmosphère directement. Et bien en fait, l'énergie thermique que vous apportez sert à faire varier l'enthalpie du truc. C'est vraiment littéralement la variation d'enthalpie du truc.
chauffer les aliments dans une casserole, c'est en faire varier l'enthalpie. Point barre. D'accord. Vous faites jamais la cuisine de façon isocore. Hein. Ok. Y compris, d'accord, si votre système il est ouvert en général, enfin voilà, il n'y a pas de problème dans ce truc-là. Tagadagadagadagada, voilà. Ok. Petit. Ah, pardon, non, il me manque un bout. C'est important. Alors, H par ailleurs va servir un peu à autre chose dans ces histoires. Et donc, on est parti. Donc, on considère alors une transformation quelconque. Une transformation monobar telle que PI est égal à PF est égal à P extérieur. Attention, ça ne veut pas dire que la pression au milieu vaut ça. Ce que ça vous raconte, c'est que vous avez un système qui est en équilibre avec un réservoir de pression au départ. Vous mettez la zone, et à la fin, il est à nouveau en équilibre avec le réservoir de pression. Vous ne savez pas ce qui s'est passé au milieu. D'accord? Donc, attention, hein, P peut varier entre I et F. Donc, cette transformation, elle a un petit nom. On l'appelle une monobar équilibrée au début et à la fin. D'accord? Donc ça, en fait, hein, c'est une monobar équilibrée en I et F. Alors, on est parti, on va écrire le premier principe. Là, je vais l'écrire en entier parce que c'est un premier principe. Donc, on a le fait que delta de IAF de U plus delta de IAF de EC est égal au travail de IAF plus le transfert thermique de IAF. On est d'accord avec ça? C'est bon. Ouais. Oui. Une transformation isobar, c'est plus fort qu'une transformation monobar. Une transformation isobar, c'est une contrainte beaucoup plus forte, effectivement. Pour qu'elle soit isobar, il faut qu'elle soit, si on bouge à peu près égal, il faut qu'elle soit monobar et qu'en plus tu fasses pas trop le bordel au milieu. C'est ça cette idée. On est d'accord là-dessus? Donc c'est le premier principe dans sa version la plus complète. Ici, on n'a que le travail de IAF, comme vous êtes dans une monobar, ça vaut tout simplement moins P extérieur multiplié par la variation du volume entre I et F. D'accord? Vous vous souvenez sur le résultat, c'est le résultat du travail monobar. Alors en fait, ça je vais l'écrire autrement, je vais dire que c'est P extérieur, facteur de VF moins VI, ça c'est la définition de la variation d'une grandeur d'état, le volume en l'occurrence, et je vais développer. Je vais dire que ça c'est moins P extérieur VF plus P extérieur VI. Voilà dessus. Mais comme en fait P extérieur c'est égal à PF et aussi à PI, en fait je vais pouvoir tout simplement bricoler en disant que ça c'est tout simplement moins PFVF plus PIVI. D'accord, puisque PI et PF sont égaux, égale la pression extérieure. Et donc si vous regardez ça droit dans les yeux, vous voyez que ça en fait c'est moins la variation du produit PV. On est d'accord là-dessus? Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, vous voyez que je vais pouvoir écrire que donc, on a que la variation entre I et F de U plus la variation entre I et F de EC, c'est égal tout simplement au transfert thermique, ça n'a pas changé, plus la variation entre I et F, je vais la réécrire en plus compact, je réécris la même chose, ne vous embêtez pas. Plus moins la variation, pardon, du produit PV entre I et F. On est d'accord là-dessus, j'ai juste remplacé le travail par cette nouvelle expression. Et vous voyez que si je passe ça de l'autre côté, je vais avoir la variation de U plus la variation de PV, c'est-à-dire la variation de U plus PV, autrement dit la variation de l'enthalpie de H. D'accord? Et donc en fait, on arrive à un truc qui s'appelle
appelle le premier principe enthalpique, qui est donc en fait une reformulation dans un cas particulier du premier principe. Non, on se calme un peu là-dessus. Premier principe enthalpique. Pour une transfo monobar équilibrée en I et F, et bien en fait, la variation d'enthalpie plus la variation d'énergie cinétique, qu'en général on n'écrira pas, est égale au transfert thermique. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. C'est le premier principe enthalpique, qui a beaucoup moins de portée que le premier principe, puisqu'il ne concerne qu'une catégorie très particulière de transformation. Mais quand même, comme c'est des transformations qui vont être systématiques en chimie en particulier, ou dans toutes les transformations de type, factuellement, dans les systèmes non fermés, et en contact avec l'atmosphère, en fait, ce premier principe enthalpique va être fort utile. Globalement, dans ces histoires, vous le travaillerez beaucoup l'année prochaine. Il est au programme de l'année prochaine, celui-là. Mais bon. On est d'accord là-dessus? Voilà. Ok, j'attire votre attention à ce stade-là, mais c'est que le début, sur le fait que, donc, les formules, elles sont très simples. Vous voyez que techniquement, c'est des additions. D'accord? Voilà. La pire intégration que vous aurez à faire, c'est l'intégrale de 1 sur V. Voilà. De 1 sur X, quoi, globalement. C'est du log, c'est facile. Par contre, toutes les formules se ressemblent et ont des contextes d'application. Donc, vous n'apprenez pas les formules. Vous apprenez les formules et le contexte. D'où mon effaçage de trait ici, pour remettre le truc au-dessus. D'accord? Parce que si vous apprenez que les formules, vous ne saurez jamais quand les utiliser. D'accord? En général, un exercice de thermo, c'est pas dur. Vous avez 50 formules à disposition, et dans l'exercice local, vous en avez 2 possibles. En fonction du contexte. Et c'est celle-là qu'il faut utiliser. Voilà, c'est pas compliqué. Donc faites attention dans votre apprentissage. Les formules sont simples, mais il va falloir faire quelque chose d'un peu plus poussé. Donc on est parti, il me reste 2 choses à faire dans ces grandes généralités. Donc petit 4, c'est ça. C'est quoi cette version? Non mais c'est pas ça, mais je les ai changés en plus, et il manque des bouts. Où est-ce que j'ai foutu ça? Pourquoi c'est aucun résultat trouvé? Bah, c'est pas possible quand même. Bah si, il est là. Mais pourquoi c'est là? Mais j'ai fait n'importe quoi. Ouais, faut que j'arrête, hein. Enfin, je sais qu'il faut que j'arrête, mais voilà. Bon, ok. Bon, bah, on est parti. Donc, diagramme. D'accord, pas de problème. Donc, il y en a 2 ici, et voilà. Voilà. Donc, un des trucs qu'on aime... Est-ce que... Attendez, d'ailleurs, je regarde un peu les choses. Ouais, non, c'est bon. Un des trucs qu'on aime bien faire dans les transformations thermiques, c'est essayer de les représenter, d'accord, de les visualiser. Et vous voyez que c'est pas simple, parce qu'en mécanique, représenter la trajectoire, c'est un truc qu'on comprend globalement, on voit le chemin que le truc a fait. Là, en fait, on va essayer d'inventer un chemin, et qui va être donc la variation en fait, des paramètres d'état. Alors, des diagrammes en thermodynamique, il y en a énormément, d'accord. Vous verrez l'année prochaine le diagramme du frigoriste, mais il y en a plein, en fait, en fonction de ce qu'on représente comme paramètre d'état, en fonction d'un autre paramètre d'état. Le truc le plus utile, celui qu'on utilise tout le temps, en particulier pour traiter les gaz, c'est le diagramme de Clapeyron. D'accord? C'est celui dont on va parler maintenant. Donc petit a, c'est le diagramme de Clapeyron. Voilà. C'est vraiment le plus important. Donc, on appelle diagramme de Clapeyron un diagramme qui représente les états d'un système, ou plus en fait, qui va représenter les états d'un système en coordonnées volume molaire, pression. D'accord. Alors, ce diagramme porte un autre nom, ou diagramme PV, d'accord.
un diagramme représentant l'état d'un système en coordonnées volume molaire, pression. Donc en thermodynamique, quand on donne le nom d'un diagramme, on donne l'ordonnée et l'abscisse. C'est pour ça qu'il s'appelle diagramme PV. D'accord. Voilà. En toute rigueur, le diagramme de Clapeyron, c'est volume molaire. Sauf que dans un système qui est fermé, après, le tracé en fonction du volume molaire ou tracé en fonction du volume, ça revient à peu près au même. C'est juste une sorte de dilatation de l'axe des abscisses. Donc en général, on met le volume en bas sans problème. Donc petite remarque, si le système est fermé, on utilise V à la place de Vm. En toute rigueur, diagramme de Clapeyron, c'est la pression en fonction du volume molaire. De toute façon, c'est toujours dans les diagrammes en général des grandeurs intensives en abscisse. Alors, donc c'est un diagramme, donc c'est cette tronche-là, c'est un graphique. Comme la pression est essentiellement une grandeur positive et que le volume est essentiellement une grandeur positive, en fait, c'est un graphique qui se concentre dans le premier cadran, d'accord. La pression est en ordonnée, le volume molaire est ici, et ça, grosso modo, c'est un état. Et donc, vous lisez la pression de cet état et son volume molaire ici. Un état donné, une valeur de pression donnée, une valeur du volume molaire donnée. Et ça vous permet de voir comment votre système va évoluer au cours du temps. On est d'accord là-dessus? Donc c'est assez facile à lire. Quand vous montez, la pression augmente. Quand vous descendez, la pression diminue. Quand vous allez vers la droite, ça veut dire que votre système se dilate. Quand vous allez vers la gauche, ça veut dire que votre système se compresse. D'accord? C'est pas extrêmement compliqué. Alors en fait, il s'avère qu'il y a un certain nombre de transformations qu'on peut représenter très facilement sur un diagramme de Clapeyron. En fait, on va en avoir 4 à représenter. Dans l'état actuel des choses, nous pouvons en faire que 2. D'accord? Et donc on va parler de ces deux-là maintenant. Et on va voir un peu comment ça se passe. Ah, je sais pourquoi le diagramme d'Amagati vient après. Okay. J'ai compris ma logique. C'est bon. Des fois. Mais je le mets pas là. Donc on y va. Donc en Clapeyron, oui. L'origine c'est 0 ou... L'origine c'est 0, oui, tout à fait. L'origine c'est vraiment c'est une échelle. Alors on peut le représenter parfois en échelle logarithmique, donc là effectivement ça marche plus, mais en toute rigueur c'est 0. Quelle est la gueule d'une isobar en diagramme de Clapeyron? Si vous voulez représenter une transformation isobar, effectivement ça va être un segment horizontal, d'accord? Voilà. En Clapeyron on a ça en fait c'est une isobar. C'est une dilatation ou une compression ici. D'accord? Ça, c'est une dilatation isobar, d'accord? Et vous avez une compression isobar dans l'autre sens. En petite remarque, on appelle pas ça une dilatation isobar, on appelle ça un réchauffement isobar, puisque la température monte comme ça, mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir pour l'instant. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, pour représenter une isobar en Clapeyron, c'est facile. Il suffit de représenter un segment horizontal. Ouais. C'est bon. Oui, c'est pour dire que ça va de I vers F, effectivement. Voilà. Donc ça, effectivement, la flèche, c'est le... J'y vais arriver. Ça, c'est le sens d'évolution. À votre avis, quelle autre transformation est représentable extrêmement facilement en Clapeyron? Ouais. Une isochore, effectivement, qui va être un segment vertical, tout bêtement. Voilà. Donc, par exemple, je peux faire un truc comme ça, voilà. Je vais de couleur, voilà. Et ça, c'est une isochore.
exactement une compression isochore. Vous augmentez la pression, mais le volume ne change pas. Ouais. Donc en fait, c'est un peu comme des vecteurs, c'est pas... Non, c'est pas du tout des vecteurs, c'est juste vraiment un chemin. En fait, il faut bien comprendre ce que ça représente. Ça veut dire que durant votre transformation, votre système passe par l'intégralité des points qui sont sur ce segment. D'accord? C'est vraiment une représentation visuelle du chemin qu'emprunte un système au travers de deux de ses paramètres. Voilà, c'est exactement ça avec l'apéant. C'est juste une représentation visuelle d'un certain nombre de transformations. C'est fort pratique, pour le coup. Parce que justement, ça permet de visualiser les transformations et l'évolution des systèmes, des paramètres d'un système. On est au clair là-dessus, c'est bon? Voilà. Donc rien de très compliqué dans cette histoire. Donc ça, c'est le diagramme qu'on utilisera le plus souvent, et je vous recommande vraiment, même si ce n'est pas demandé, quel que soit l'exercice de thermodynamique que vous abordez, vous faites des transformations en clapeyron. Si vous pouvez les représenter, ça vous donne une visualisation de ce qui est en train de se passer. Est-ce que la pression monte, est-ce qu'elle descend, le volume monte, descend, c'est quand même relativement pratique. Ouais. Est-ce qu'une transformation monocore, ça existe? Monocore, ça ne veut rien dire parce que les monos, c'est forcément des paramètres intensifs. Et donc le volume étant un paramètre extensif, on pourrait éventuellement définir une transformation monocore comme dire que tu as une boîte fermée et que c'est le volume qui est imposé à ton système. Mais ça revient à dire qu'il est isocore dans cette histoire. On est d'accord sur ces deux transformations? Oui. Sur ce diagramme-là, on n'a pas de température. Alors tu peux lire les isothermes, mais ça va dépendre de ton gaz, et ça va dépendre de comment la température varie avec la pression et le volume. Donc c'est pas universel. Donc bon, il va falloir que j'aille un truc plus loin pour parler du gaz parfait. Le deuxième diagramme, c'est le diagramme d'Amagat. Alors, je vais juste donner la définition, d'accord? Parce que, en fait, je vais vous donner à quoi ça sert. En gros, le diagramme d'Amagat, c'est un diagramme qu'on utilise assez peu pour le coup, mais qui est au programme, donc je vous le donne. Le diagramme d'Amagat, c'est la... Je me souviens même jamais comment ça s'écrit, tellement je ne l'utilise pas. Je vérifie quand même que je n'ai pas enlevé un petit M à Amagat. Voilà, c'est ça. Le diagramme d'Amagat, c'est un diagramme de coordonnées PV en ordonnée et T en abscisse. D'accord? C'est PV en fonction de T. Un diagramme d'Amagat est un diagramme où on représente l'état d'un système via les points. Donc en abscisse, ce sera T, et en ordonnée, ce sera P. Plus exactement, P fois le volume molaire dans cette histoire, mais avec les mêmes remarques que pour le diagramme de Clapeyron. Alors, je vais prendre un peu d'avance, histoire de régler son compte au diagramme d'Amagat définitivement, parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Grosso modo, la chose que vous devez savoir, c'est que ça existe, et vous avez un truc à regarder pour voir les choses. Alors, en fait, le diagramme d'Amagat, il sert à détecter finement si un système se comporte comme un gaz parfait ou non. D'accord? Oui, je t'écoute. Le T, c'est la température. T, c'est la température, jamais le temps. Le temps, ça n'existe pas en thermodynamique. Enfin, en tout cas, sinon, c'est un petit T de toute façon. On est d'accord là-dessus? Donc, le truc qui est important, c'est que... Alors, pour le gaz parfait, j'ai pas besoin de grand-chose. La chose dont j'ai besoin, c'est l'équation d'état d'un gaz parfait. On est d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez dire du produit... c'est pas T. Qu'est-ce que je dis des bêtises? Qu'est-ce que je raconte? C'est PV en fonction... Non, je dis n'importe quoi. Pardon. C'est pas du tout ça. C'est le volume molaire en bas. C'est le volume molaire, pardon. Excusez-moi. C'est le volume molaire en bas. Voilà. Mais on va parler de température juste à l'instant. D'accord. Il y a 2 fois VM, c'est ça. C'est le PVM en fonction du volume molaire. C'est la même abscisse que le diagramme de Clapeyron, c'est pas la même ordonnée. Pardon, je recule. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Le produit PVM, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez en dire pour un gaz parfait? Il n'est pas égal à R. Il est égal effectivement à RT, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'un truc qui est facile à représenter en diagramme d'Amagat, c'est
c'est l'isotherme d'un gaz parfait. Ok. C'est comment donc? Oui, je sais que c'est... Si je veux représenter l'isotherme d'un gaz parfait, c'est même plus qu'une fonction linéaire, c'est une fonction constante, d'accord, le produit PVM est une constante de la température, d'accord, et donc grosso modo, si vous changez la température, le produit PVM ne changera pas, d'accord. Donc en fait, le truc important, c'est la chose suivante, en amagate, le produit, une isotherme d'un gaz parfait est un segment horizontal. Donc GP c'est gaz parfait, c'est bon cette appellation, j'avais déjà utilisé si je ne me trompe pas. D'accord. Car PVM c'est égal à RT. D'accord. Donc si T ne bouge pas, bah PVM ne bouge pas. Donc en gros, ça signifie que si vous tracez PVM en fonction du volume molaire, et bien en fait, voilà, par exemple, si vous allez comme ça de I à F avec une isotherme d'un gaz parfait, c'est donc une droite, un segment de droite plus exactement horizontal. D'accord. Ouais. Et PVM, ça avait un nom comme diagramme ou vous avez... Non, je me suis trompé. C'est juste que je pensais à température parce que c'est à ça que sert le diagramme d'Amagat. Mais c'est juste que si je représente en fonction de T, bah, ça me donne une fonction affine et pas, pas une fonction horizontale. C'est juste... Donc, le seul truc, c'est que justement, donc, ce que vous faites en général dans un diagramme d'Amagat, c'est que vous tracez le produit PVM en fonction de la température et vous regardez si ça ressemble à ça ou si ça ressemble à autre chose. Si ça ressemble à autre chose, ça signifie en fait que votre système n'est pas un gaz parfait. C'est exclusivement à ça que sert le diagramme d'Amagat, c'est à détecter finement si un système est un gaz parfait ou pas. D'accord. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, ce diagramme sert à visualiser les déviations au modèle du gaz parfait. Et c'est tout. Ouais. Si on change le sens de la flèche, Ça reste droit, c'est juste que là j'ai c'est juste pour vous illustrer que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais que voilà, là en l'occurrence ça c'est une compression isotherme. Voilà, bon, il ne se passe pas grand chose de plus. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bah c'est tout, je suis bien là, enfin presque, il me reste le petit 5 à faire, c'est ça, si j'ai bien suivi mes trucs là, voilà. Je vous mets quand même, j'en profite, enfin, voilà. Par exemple, si vous tracez ça et que vous avez un truc comme ça, par exemple, ça vous montre que c'est pas un gaz parfait, d'accord? C'est un gaz réel. Excusez-moi, je vérifie un truc, j'ai un gros doute sur ce diagramme. Donnez-moi 10 secondes parce que j'ai un sub-process là qui est en train de me dire tu racontes n'importe quoi mon petit. Et donc je vais juste revérifier, je n'utilise jamais ces diagrammes. Donc forcément, une demi-seconde. Je vérifie juste ce que c'est parce que j'ai un... C'est pas en bas. Ah voilà, c'est ça. Je savais que j'étais en train de me gourer. Donc, je me suis gouré, encore une fois. Voilà. Mais au moins, je me corrige maintenant. C'est pas le volume, c'est la pression. En bas. Voilà. Ce qui ne change littéralement rien à la suite. On est d'accord? Puisque c'est toujours une horizontale, il n'y a pas de problème, mais c'est la pression. Excusez-moi. Oui, je t'écoute. Gaz réel. C'est un gaz réel, c'est pas un gaz parfait. Voilà. Voilà. Donc c'est la pression à chaque fois, d'accord? Excusez-moi. Je me suis gourancé. Voilà. Oui, je t'écoute. Oui, oui. Dilatation. Si, oui, non, là ça change, effectivement, là pour le coup, oui, non, non, alors là c'est P diminue, donc là ce serait une dilatation, enfin une détente, ça s'appelle une détente dans ce cas-là, et c'est une compression. Ouais, tout à fait. Oui. du coup, enfin,
Oui. Du coup, la plus précieuse, ça va du I vers le F. Non, ça va toujours du I vers le F. Ah non, la flèche. La flèche va toujours du I vers le F, quoi qu'il arrive. Ça va toujours de l'initial vers le final. Dans ce cas-là, ça va. Bah, passe du I vers F. C'est le début et la fin. Donc vous pouvez l'avoir dans tous les sens. Ça n'a rien à voir avec la compression ou autre chose. Ok. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bien, donc voilà, ce truc-là sert à rien, mis à part à ça. Vous aurez un exercice dans votre planche, où vous aurez un diagramme d'Amagat, où vous direz est-ce que c'est un gaz parfait? Oui, non, non, parce que c'est penché, terminé, au revoir. Voilà, enfin, c'est vraiment, ça sert vraiment littéralement à ça, on veut dire, ça sert à rien. D'où le fait que j'évacue ça le plus rapidement possible. Mais il me reste un dernier truc à faire avant de vous libérer, c'est définir une transformation réversible. D'accord? Transformation réversible. Alors, pour définir ça, on va avoir besoin de deux définitions qui sont des définitions maison, mais on va faire ça un peu tranquillement. Alors, déjà, une transformation réversible, il y a plein de façons de la définir. Moi, j'aime bien une définition fonctionnelle, surtout, on va profiter qu'on est au XXIe siècle. Une transformation est dite réversible si et seulement si, quand vous la filmez et que vous passez la vidéo à l'envers, rien ne vous semble bizarre. C'est ça qu'on appelle une transformation réversible. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est essentiellement choquant. D'accord? Donc c'est vraiment la vraie définition d'une transformation réversible. C'est-à-dire que c'est une transformation qui, manifestement, ne viole aucune loi de la physique particulièrement, enfin ne choque pas le sens commun lorsque vous la faites exactement à l'envers. Donc c'est vraiment une histoire de vidéo. Vous filmez le truc, vous montez la vidéo à l'envers, vous appuyez sur play, et rien ne vous semble étrange. D'accord? Voilà. Vous voyez que si je prends ça, que je fais ça, et que je prends la vidéo et que je la monte à l'envers, ça va vous sembler bizarre. D'accord? Vous avez l'impression que je fais de la magie, en l'occurrence. D'accord? Donc une transformation réversible, c'est une transformation, il n'y a pas de magie quand on va dans l'autre sens. Vous filmez un pendule simple, sans frottement, vous le filmez dans l'autre sens, vous ne savez même pas dans quel sens, il n'y a pas de sens. D'accord? Voilà, ok. Oui. L'état initial et l'état final, on ne sait pas. Et c'est qu'en fait, grosso modo, tu peux littéralement aller de l'état final à l'état initial, sans que ça ce soit... Voilà. Donc, une transfo est dite réversible, une transformation est dite réversible, si et seulement si elle peut être réalisée donc une transformation IF, elle peut être réalisée de F à I en empruntant le même chemin. Voilà. Ouais. En pendule simple, avec des frottements, Il n'est pas réversible parce qu'il y a du thermique dedans. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas récupérer le transfert thermique de l'air pour le réinjecter dans le pendule. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit sur une vidéo. Si tu vois un pendule qui spontanément voit son amplitude augmenter, tu vas dire qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé dans cette histoire. Voilà. Donc vraiment, la définition via vidéo, c'est la meilleure. Enfin, vraiment, c'est... Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que sur les effets thermiques en particulier, vous voyez qu'un pendule simple, par exemple, il n'est pas réversible parce qu'il y a des frottements. Il y a des frottements parce qu'il se déplace rapidement par rapport à l'air. D'accord? Si votre pendule simple se déplace extrêmement lentement par rapport à l'air, grosso modo, votre force de frottement est toujours quasiment nulle. D'accord? Et grosso modo, vous allez avoir un truc qui va bien se passer. Ça, en fait, ce genre de transformation, ça s'appelle une transformation quasi-statique. C'est une transformation, en fait, où vous passez d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, de proche en proche, sans jamais avoir de choc relativement violent. D'accord? Donc ça, c'est la première définition, ce qu'on appelle une transfo quasi-statique. Une transfo est dite quasi-statique si et seulement si elle est réalisée par une succession d'états infiniment proches. Première définition. Deuxième définition, une transformation est dite adaptée si et seulement si le système est toujours en équilibre avec l'extérieur avec lequel il est en contact. D'accord? Autrement dit, alors je vais vous l'écrire, puis on va essayer de disserter là-dessus. Une transfo est dite
adapté si et seulement si le système est toujours en équilibre avec l'extérieur avec lequel il est en contact. Spécifiquement, ça veut dire que s'il y a un piston, il faut en permanence que P soit égal à P extérieur. Et s'il y a une paroi diatherme, il faut en permanence que T soit égal à T extérieur. Spécifiquement, si on a un piston il faut que P soit égal à P extérieur. Et si on a un piston, et si on a une paroi diatherme, il faut que T soit égal à T extérieur. Autrement dit, dès que vous avez variation de volume, il faut que la pression soit égale à la pression extérieure. Dès que vous avez transfert thermique, il faut que la température soit égale à la température extérieure. Sinon, votre transformation n'est pas adaptée. Adaptée, c'est un sens fort, c'est-à-dire que votre système s'adapte à l'extérieur ou que vous adaptez à l'extérieur au système, et que grosso modo, les deux évoluent de concert. Le théorème de base est le suivant, en fait. Pour détecter une transformation réversible, ou plus exactement pour détecter une transformation irréversible, c'est la chose suivante. Une transformation est réversible si et seulement si elle est à la fois quasi-statique et adaptée. Dès que vous avez un des deux qui n'est pas vérifié, votre transformation est irréversible. Une transformation est réversible si et seulement si elle est quasi-statique et adaptée. Et souvent, ce qui va pêcher, c'est le côté adapté. Si vous ouvrez une bouteille de coca, par exemple, vous faites changer de volume, la pression extérieure et la pression intérieure ne sont pas les mêmes, c'est une transformation irréversible. Et vous le savez. Vous savez que par miracle, le gaz ne va pas se remettre spontanément à l'intérieur de la bouteille et augmenter sa pression. Voilà. Si vous faites une seringue tout doucement pour détendre votre coca, et que vous le recompressez dans vos substances exactement de la même façon, vous avez fait une transformation réversible. Voilà, on est d'accord là-dessus? J'ai pas fini. Il me reste un truc à écrire. Là, c'est une conséquence immédiate mais qui est extrêmement importante. Pour une transformation réversible, vous avez une nouvelle expression du travail qui sort. Tout simplement parce que comme P extérieur est toujours égal à P, d'accord? En fait, donc pour une réversible, le travail réversible élémentaire est égal à moins P dV, ou le travail réversible de I jusqu'à F est égal à moins l'intégrale de P dV sur la transformation IF. D'accord? Tout simplement parce que comme P extérieur est toujours égal à P, vous remplacez P extérieur par P. Cette formule est extrêmement utile, on l'utilisera très très souvent, d'accord? Mais il faut que cette transformation soit réversible. Donc j'ai mis des rêves partout pour que vous vous souveniez que ce n'est pas l'expression générale du travail, mais l'expression du travail dans le cas réversible. Voilà, là j'ai fini. C'est là où je voulais arriver aujourd'hui, c'est fait. Et donc on se voit...